Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 mai, bienvenue dans ce nouveau journal à la une ce soir. La sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois ravagée par les flammes ce jeudi matin. Près de 70 pompiers se sont déplacés pour tenter de maîtriser les feux qui semblent à cette heure circonscrits. Plus de détails à venir avec Perry Daubert et Lucas Ruche. Et puis nous prendrons la direction du lycée Berthollet à Annecy. L'établissement scolaire organisait ce mercredi un débat citoyen avec plusieurs personnalités locales autour de la citoyenneté, la défense et de la démocratie. Une trentaine de lycéens a participé à l'expérience. Je vous le disais en titre, 2 ans et demi après l'hôtel de ville d'Annecy, un autre bâtiment public en Haute-Savoie a été ravagé par les flammes ce jeudi matin. Vers 9 h, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment dans la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois. Tous les agents qui étaient sur place ont été évacués, ils étaient une douzaine. Près de 70 pompiers ont été dépêchés sur place pour venir à bout des flammes. Le feu n'a été maîtrisé qu'en fin de journée. On fait le point sur place avec Perry Daubert et Lucas Ruche. C'est un peu avant 9 h que les pompiers ont été appelés pour intervenir pour un incendie à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois. Il n'y a pas de victimes à déplorer, mais des dégâts matériels considérables. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a encore de la fumée qui s'échappe, mais désormais le feu est maîtrisé. Je vous propose un retour sur les événements de la journée. Des flammes impressionnantes. À 9 h ce matin, le feu s'est propagé du premier étage vers les étages supérieurs. Une quinzaine d'agents en poste ont été rapidement évacués de ce bâtiment, de la rue de Genève, axe principal de la ville. Les commerçants ont été priés de fermer. Un périmètre de sécurité a été déployé. Alertés par la fumée, de nombreuses personnes sont venues observer les dégâts. Au début, c'était simplement de la fumée. Et en même pas 5-10 minutes, les flammes ça s'est mis à s'enflammer et ça a fait des énormes flammes qui ont traversé le toit. Et là, j'ai vu vraiment que ça flambait de l'intérieur et ça a monté jusqu'au toit. Et après, ils ont dû laisser, je crois, tout brûler pour que toute la charpente elle tombe. Et puis voilà, il y a des pompiers comme vous pouvez le voir, de Suisse, de tout. Ils sont arrivés en vélo, ils sont arrivés vraiment de partout, dans tous les sens. C'est un patrimoine de Saint-Julien, la sous-préfecture. Quand on voit ça a pris a priori au premier étage et jusqu'en toiture, c'est dramatique. L'effondrement de la toiture a compliqué la tâche des soldats du feu. Plus de 70 pompiers de Haute-Savoie ont lutté contre les flammes avec le renfort de 10 pompiers venus de Genève. Un pompier a légèrement été blessé. Ce type de feu fait partie des événements pour lesquels nous sommes préparés. Donc effectivement, nous avons à la fois des engins incendie qui permettent d'établir des lances et de pénétrer au plus près du sinistre, mais aussi des moyens aériens qui permettent, à travers les lances établies, de limiter sa propagation et d'attaquer le feu par l'extérieur. Rapidement, l'intensité de l'incendie a diminué. Les pompiers ont tenté de sécuriser le lieu sinistré et de protéger les archives de ce lieu emblématique de la République. C'est la raison pour laquelle Marlène Schiappa a fait le déplacement jusqu'ici. Ça fait partie du quotidien des personnes, à la fois parce que c'est un lieu où on se rend pour faire ses démarches administratives, etc., mais pas uniquement. Et donc évidemment c'est un drame, évidemment c'est un très gros coup dur. C'est évidemment très difficile, mais je crois à la force et à la résilience de ce territoire. Un problème électrique serait à l'origine de l'incendie, d'après les premiers éléments de l'enquête. Toujours en Haute-Savoie, les bras manquent dans la restauration. Plus de la moitié des offres d'emploi ne sont toujours pas pourvues et les professionnels du secteur sont plus que débordés. Pour pallier le manque de personnel, ils doivent se résoudre à prendre des décisions parfois difficiles. Reportage. C'est le coup de feu en cuisine. Dans cette brasserie, les commis ne comptent plus leurs heures, pas le choix, ils fonctionnent en effectif réduit. Ça varie, on peut aller de 42 à parfois à 50 si vraiment c'est compliqué, quoi. Ça peut faire beaucoup d'heures s'il manque du monde. Après par chance, des fois on en a assez. Depuis la reprise post-confinement, cette brasserie tourne à plein régime. Une vingtaine d'employés manquent à l'appel. La seule solution pour eux, c'est de multiplier les postes. Il nous manque 50% du personnel. C'est beaucoup ? C'est énorme, c'est 1 sur 2. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire voilà, comme je fais maintenant, il faut faire du bar, il faut faire du service, il faut être partout en même temps. À votre santé, mesdames. Et tout le monde s'y met, même le propriétaire du restaurant. Merci à toi, bon courage également. Ouais. Pierre-Emmanuel gère 9 établissements au total, dont ce restaurant italien à Poisy. Chaque jour, il bouche les trous, en plus de ses tâches administratives. Du coup, vous servez le café maintenant ? On sert le café, on fait la cuisine, on fait le service, on fait le bar, on fait tout. 7 jours sur 7, un planning plus que serré.
Pour pallier le manque, Pierre-Emmanuel s'est tourné vers la main-d'œuvre italienne. Il a embauché 10 personnes, mais ce n'est pas encore suffisant pour faire tourner le restaurant. On refuse beaucoup de clients parce qu'on n'a pas assez de monde pour ouvrir les terrasses ou même les intérieurs à 100%. On a des jours de fermeture, un jour et demi, 2 jours. Pour l'instant, cet été on verra, ce sera peut-être pire. En France, il manque près de 200 000 saisonniers dans le secteur, suite à une réflexion personnelle pendant le confinement ou bien à de nouvelles aspirations. Mais pour le syndicat de la filière, la dernière réforme chômage n'a rien arrangé. Il y a de moins en moins de monde avec la réforme chômage qui a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, vous devez travailler 6 mois minimum pour avoir le chômage. Donc des gens qui travaillent 4 mois l'été et 4 mois l'hiver, des fois qui ont besoin de ce chômage en intersaison, ils ne peuvent plus l'avoir. Alors pour trouver des bras, chacun y va de son astuce. À Annecy, Nicolas ouvre une nouvelle affaire aux Galeries Lafayette. Et pour attirer les candidatures, il a allégé les horaires, un service au lieu de 2. Nous, on va proposer une équipe qui travaille le matin, une équipe qui travaille le soir. Donc une équipe qui va commencer à 8h, qui va finir aux alentours de 15h. Et une équipe qui va commencer aux alentours de 15h et qui va finir aux alentours de 22h. Les rôles sont complètement inversés. Voilà. C'est pas les candidats qui candidatent, c'est presque les employeurs qui doivent faire un bon entretien. Grâce à cet argument, il a reçu une quarantaine de candidatures pour constituer son équipe. Les profils qu'il a reçus demandent des conditions de travail plus humaines. Un filon à exploiter dans la restauration. Pour le moment, près de 500 postes sont à pourvoir, rien qu'en Haute-Savoie. Place à notre invité du jour. Maintenant, alors que les assises de la transition écologique se préparent du côté de Genève, le festival Off, c'est son nom, a démarré en amont de l'événement. L'objectif est clair, sensibiliser la population du Grand Genève à l'urgence climatique. Et pour cela, de nombreuses activités sont proposées. Et c'est Pauline Plagna-Cantaoreggi qui est la mieux placée pour nous en parler. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes présidente d'Annemasse Agglo et également maire de Machilly. Vous présenterez quelques animations durant ce festival d'ailleurs. D'abord, expliquez-nous pourquoi il est si important aujourd'hui d'organiser ce festival sur l'urgence climatique. Alors comme on le sait aujourd'hui, comme tout le monde le sait aujourd'hui, il y a une urgence climatique qui ne peut plus attendre et la transition écologique doit se construire sur notre territoire avec la collaboration de tous les habitants, de toutes les habitantes et de tous les territoires qui vivent ensemble dans un bassin de vie. De ce fait-là, l'idée de ce festival Off, qui se tient en parallèle aux 23e Assises de la transition énergétique, permet d'impliquer, de faire en sorte que les citoyens et les citoyennes puissent s'approprier à la fois les différents gestes quotidiens que l'on doit mettre, approfondir, discuter, débattre des enjeux du territoire autour de la transition énergétique, mais également essayer de montrer ce qui a déjà été fait, avoir ce regard positif de ce retour d'expérience sur ce qui a déjà été fait. Alors cet événement a déjà commencé, il aura lieu jusqu'au 6 juin. Près de 180 manifestations sont organisées, elles sont très variées. Que va-t-on retrouver comme type d'animation ? Alors effectivement, juste souligner qu'on a 180 animations de part et d'autre de la frontière. C'est multiplié par 2 par rapport aux dernières assises qui avaient eu lieu en 2018. Et donc, il y a à peu près 70 animations du côté suisse et 106 du côté du Genevois français, notamment une 60aine en Haute-Savoie et 38 dans l'Ain. Et l'ensemble de ces animations regroupe vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut y trouver quelque chose à faire pendant cette quinzaine de jours, entre le 10 mai et le 5 juin, des ateliers ludiques, des conférences, des spectacles artistiques, des sorties nature, des visites sur site aussi, sur ce qui a déjà été fait, des expositions, des débats, et tout un ensemble de déclinaisons où beaucoup de concitoyens, pas seulement les collectivités, mais également les collèges, les lycéens, les entreprises, les associations se sont mobilisés pour concocter ce programme très très divers. Alors des thématiques fortes seront abordées justement au cours de ces animations comme la préservation des ressources, l'économie circulaire, les économies d'énergie aussi qui sont plus que nécessaires avec l'inflation qu'on connaît. Dans ce contexte de tension internationale, va-t-il falloir apprendre à s'émanciper du gaz étranger et du coup à trouver des solutions ? Alors il est vrai que depuis quelques dizaines d'années, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme par rapport à nos utilisations des énergies fossiles et à l'émission de gaz à effet de serre que nos modes de vie produisent.
Il est évident qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de changer nos modes de vie et d'apprendre, en fait, de réapprendre à vivre avec la qualité de vie que l'on a, mais avec moins pour avoir plus. Moins d'énergie fossile, plus d'efficience énergétique, moins de consommation inutile et plus de sobriété énergétique, plus d'énergie renouvelable, plus de gestes au quotidien qui nous permettront de trouver ensemble des solutions. L'idée, c'est que il n'y ait pas seulement les citoyens convaincus depuis 30 ans qui fassent tous ces gestes-là, mais que de plus en plus de citoyens et de citoyennes s'approprient ces gestes au quotidien à travers des choses extrêmement simples. Changer les ampoules en LED, éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce, diminuer d'1 degré la température de votre appartement, essayer de faire moins de kilomètres en voiture. Donc, si vous voulez, ce contexte international, aujourd'hui, nous apprend à quel point nous sommes dépendants de ces énergies fossiles. Et je dirais que malheureusement, cette crise va peut-être permettre à plus de citoyens et citoyennes de remettre en question leur dépendance vis-à-vis de ces énergies fossiles. Voilà, parce qu'en France, d'ailleurs, 17% de notre gaz provient de Russie. Il va falloir aussi trouver des ressources aussi ailleurs, peut-être, qui sont présentes sur notre territoire. Il y a peut-être déjà des études en cours sur le sujet. Vous avez peut-être connaissance déjà, vous avez des pistes? Oui, les différents schémas de directeurs énergétiques, notamment par exemple à Annemasse Aglo, tel qu'on est en train de le mettre en place, vont essayer de donner la part belle aux énergies renouvelables. Donc évidemment, le photovoltaïque, les chaufferies biomasse. Et puis, on a mis en place, en collaboration avec les territoires genevois, avec le SIG notamment, une étude pour étudier en tout cas notre sous-sol, parce que les Suisses de ce côté-là sont beaucoup plus avancés que nous, mais le nôtre de sous-sol, où on ne connaît même pas le potentiel de la géothermie. On a de l'eau dans notre sous-sol qui nous permettrait de chauffer nos résidences, de chauffer un certain nombre de choses, avec moins d'énergie fossile, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à déjà cartographier notre sous-sol, connaître géologiquement notre sous-sol pour pouvoir savoir quel est ce potentiel. Il est évident que l'ensemble des pistes que nous lançons ne veut pas dire de mettre tout en électrique, tout en éolienne, tout en biogaz, tout en géothermie, mais bien d'arriver à trouver le bon mix énergétique, le bon mélange de toutes les sources les plus appropriées par rapport au type d'usage que l'on veut en faire. Et l'idée, c'est bien sûr d'arriver à avoir de l'énergie de plus en plus renouvelable que l'on puisse utiliser. Et donc, ça veut dire à la fois de la sobriété pour utiliser moins d'énergie, avoir plus d'efficience énergétique, mais en même temps savoir prendre les sources d'énergie là où elles sont les plus renouvelables et donc moins dépendre d'autres types d'énergie fossiles qui sont aujourd'hui de plus en plus à bannir. Voilà encore de belles pistes à exploiter. Alors bon, je rappelle que vous êtes maire de Machilly. Vous, au quotidien, est-ce que vous trouvez que vos administrés sont assez sensibilisés justement à la question? Alors, je trouve qu'ils le sont de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a 5-6 ans en arrière, on n'avait peut-être pas autant la conscientisation que l'on trouve aujourd'hui. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, ce qu'on arrive à porter dans nos discours, dans nos projets aujourd'hui, sont on voit de plus en plus la conscientisation de tous ces enjeux énergétiques, que ce soit au niveau du porte-monnaie, que ce soit au niveau de juste avoir envie de faire quelque chose. Et il est vrai que le pas qui manque à faire, en fait, finalement, c'est cette impression que seul, on ne peut rien faire. Et donc, on a des gros acteurs, des grosses entreprises qui devraient faire avant nous. Et au final, on se rend compte que nous aussi, on peut agir au quotidien, à notre échelle. Et dans ce cadre-là, il y a cette prise de conscience, cette implication des citoyens qui est de plus en plus forte. Comment réussir justement à fédérer autant de monde justement autour de la question écologique En changeant peut-être un petit peu le discours, en sortant un peu des cercles de gens déjà convaincus et en essayant de diffuser de manière plus large les bénéfices
pour tous, et pas seulement les bénéfices uniquement de slogans « Sauvons la planète » ou « Sauvons les pays du Sud » qui déjà prennent ce changement climatique aujourd'hui de plein fouet, comme on voit par exemple en Inde avec les 50 degrés. Aujourd'hui, on a aussi cette importance de se dire que nous, en tant que citoyens, on peut le faire, mais pas seulement de manière punitive, pas seulement de manière contraignante, restrictive, mais aussi pour notre bien-être. Par exemple, ne pas prendre sa voiture un jour pour faire 5 km alors qu'on peut le faire en vélo pour aller acheter son pain, c'est autant de moins de rouler en voiture. Et c'est quelque chose qui coûte très peu finalement en gestes au quotidien. Et c'est la politique de ce qu'on appelle des petits pas positifs. Des petits gestes faciles à faire finalement. Voilà, au quotidien et qui, en s'additionnant, font déjà beaucoup et qui vont nous permettre finalement de rentrer dans cette transition de nouveaux modes de vie finalement, sans être aussi contraignant que ce qu'on peut imaginer, en montrant que ça peut être aussi facile. Alors, une dernière question très rapidement avant de se quitter. Vous allez animer quelques manifestations. Où pourra-t-on vous retrouver et qu'est-ce que vous allez animer? Alors, moi, je vais plutôt essayer d'aller dans différents ateliers, visiter des conférences. Par exemple, ce week-end, il y a Gaillard-en-Vert qui essaye de mettre en place un certain nombre de conférences et je vais essayer de participer à un certain nombre de ces conférences-là. Eh bien, merci beaucoup Pauline Plagna d'être venue sur ce plateau pour nous parler de ce off de la transition écologique. Poursuivons le débat maintenant, mais cette fois-ci avec des lycéens. Après le NUSAB, la simulation d'une conférence des Nations Unies le mois dernier, le lycée Berthollet innove encore une fois. Ce mercredi après-midi, l'établissement scolaire a organisé son tout premier débat citoyen avec la présence de plusieurs personnalités. 3 grandes thématiques étaient au programme, la défense, la citoyenneté et la démocratie. Une trentaine de lycéens ont pris part à l'exercice. Sébastien Germain était au cœur du débat. Dernier préparatif pour Gauthier, Michel et Sacha, les 3 animateurs de ce tout premier débat citoyen organisé au lycée Berthollet d'Annecy. Et pour que ce coup d'essai se transforme en coup de maître, les organisateurs ont fait en sorte que les 4 intervenants présents aient plutôt un beau CV. Jugez plutôt. Frédéric Lardet, présidente du Grand Annecy, Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, le lieutenant-colonel Stéphane Melin du 27e BCA ou encore Antoine Bondaz, docteur en sciences politiques, avaient donc répondu présent. Et pour être prêt le jour J, la trentaine d'élèves volontaires pour participer à cette expérience a suivi une préparation très minutieuse depuis le mois d'octobre 2021. On a décrété des rôles à chaque élève. Donc il y a des huissiers, 3 animateurs, ceux qui ont préparé les questions avec les animateurs, les journalistes et les chargés de communication. Et chacun, donc, au fil des semaines, s'est plus occupé de son rôle personnel. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à monter tout le projet. Je trouve que ça permet d'apprendre beaucoup de choses, mais dans un cadre beaucoup plus concret et autre que juste prendre des notes et écouter nos professeurs qui parlent. Et je pense sincèrement qu'on apprend beaucoup plus en faisant ça et en étant dans le réel. Tous les lycéens présents ce jour-là suivent la spécialité géopolitique au sein du lycée annécien. C'est donc tout naturellement que le corps professoral a eu l'idée de ce projet de débat citoyen. C'est un complément pour leur formation parce que beaucoup de nos élèves ont des projets ensuite dans le supérieur, pour l'année prochaine en sciences politiques, en droit et dans différents domaines. Et pour eux, c'est une belle expérience parce qu'ils ont monté un projet de toutes pièces, tant au niveau de la communication ils ont réalisé un sondage, ils ont animé eux-mêmes le débat. Donc c'est très riche de tout point de vue et ça leur a aussi profité pour leur dossier d'orientation. 2 heures durant, les 4 invités de cette table ronde ont donc pu donner leur point de vue, échanger avec le public et même se confronter sur 3 grandes thématiques, la défense, la citoyenneté et la démocratie. Je voudrais saluer surtout le caractère visionnaire des questions, parce que les enseignants, en imaginant avec leurs élèves ce débat, qui est autour de la défense nationale et de la démocratie, ils ont choisi ces thèmes avant l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et donc évidemment, le débat est devenu d'une actualité brûlante. Et à voir l'enthousiasme des élèves à la sortie du débat, il y a fort à parier que cette expérience est un franc succès. C'était incroyable, c'était très enrichissant. C'est la conclusion du projet. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus et ça y est, c'est fini, c'est réalisé. Et ça s'est très bien passé comme on le voulait, donc oui, forcément, on est tous très fiers. Après le NUSAB, la simulation grandeur nature d'une conférence des Nations Unies, le lycée Berthollet se singularise une nouvelle fois avec ce débat citoyen qui pourrait certainement en appeler d'autres.
Et ce journal touche à sa fin. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paume, juste après votre émission Panorama sur le off des assises de la transition écologique. On en parlait tout à l'heure. Ce soir, focus sur les énergies renouvelables. Merci à la rédaction et à l'équipe technique pour cette édition. On se retrouve dès demain pour le journal à 18h. Très belle soirée sur notre antenne.